Bienvenue à Paris, dans les jardins du Luxembourg. La Confédération paysanne, dont la figure de proue est le plus célèbre moustachu de France, José Bové, organise ici un pique-nique géant anti-OGM. À 2 pas d'ici, le Sénat français, où on débat en ce moment d'une proposition de loi visant à réglementer l'utilisation des OGM. José Bové et ses compagnons fauchent régulièrement des champs de maïs transgéniques. Alors, serait-il contre le progrès ? Je pense que c'est parce que je suis contre les OGM que je manifeste un attachement au progrès. Vous l'avez compris, si Question à la Une est ici à Paris, c'est pour s'intéresser au contenu de vos assiettes. Voyez le menu de l'émission de ce soir. 3 lettres qui jouent les piques-assiettes. Les OGM veulent s'inviter à notre table et pourtant les Européens ne sont pas chauds, craignant notamment pour leur santé. C'est pas grave pour la santé, c'est parce qu'eux le disent. Car certaines études sèment le doute sur le danger des OGM. Alors ce soir, nous posons la question, les OGM vont-ils nous envahir ? Deuxième question dans le même ton. Sommes-nous tous condamnés à manger la même chose ? On conditionne le consommateur et après on lui dit, ben voyez, c'est lui qui veut. Alors, attention, là, il y a une grosse manipulation quand même. Ici aussi, c'est le monde de l'apparence. Et face à ces tomates trop rondes, trop rouges et trop belles pour être succulentes, il faudrait se souvenir des paroles du Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ici en France, en Belgique, comme dans la plupart des pays européens, la majorité des gens est opposée aux OGM. Le Conseil des ministres européens se déchire sur la question. Et malgré ça, la Commission européenne, au mépris de l'opinion publique, a autorisé 3 nouvelles sortes de maïs génétiquement modifiés. Ceux qui s'opposent aux produits transgéniques invoquent le principe de précaution. Ils déplorent le manque d'études sérieuses et surtout indépendantes sur les conséquences possibles de l'utilisation massive et surtout irréversible des OGM dans la chaîne alimentaire. Les adversaires des OGM crient à l'apprenti sorcier. Les partisans, producteurs en tête, proclament leur innocuité. Alors, qui croire ? Pour y voir clair, Isabelle Heusen et Michel Renard posent pour nous la question suivante. Les OGM vont-ils nous envahir ? Chacun est en fleurs, comme le vendeur. Mesdemoiselles, profitez-en. Bonjour madame, est-ce que ça vous dirait de goûter des produits génétiquement modifiés? Est-ce que ça vous intéresserait de goûter des produits OGM? Bon, écoutez, non, ça ne me tente pas parce que je suis pas très... D'abord pas très ce genre de produit et puis non. Un samedi matin, au marché de Nivelles. Nous avons demandé à ces 2 jeunes filles de jouer pour nous les hôtesses. Elles proposent aux passants de goûter des petits chips au bacon et une sauce barbecue. Ces produits ont une particularité, ils contiennent des OGM, un maïs ou un soja qui a été génétiquement modifié. Excusez-moi. Je fais du bio, je ne fais pas d'assalant. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je suis perplexe. En principe, tout ce qui est modifié, je m'en méfie. Je préfère qu'on soit d'abord sûr de ce qu'on produit. Voilà, je suis pas mort, je sais pas si c'est un OGM ou pas. Ça en est un. Ben voilà, je vais pas mourir, je crois pas. Soyons honnêtes, certains ont dit oui. Mais selon la dernière enquête européenne, ces 3 lettres, OGM, inquiètent. En Belgique, ils sont 53% à leur dire non. La moyenne européenne, elle, est plus élevée. Les aliments transgéniques inquiètent 62% des consommateurs. Vous goûtez devant moi pour voir si vous tombez pas. C'est quoi ça d'abord? Ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à des petites chips au barbecue. C'est à base de soja. Non, je suis trop méfiante. Trop méfiante. Oui. À moins que j'attende 1 heure devant vous, vous voyez. J'en ai déjà mangé il y a 1 heure. Donc je suis pas prête à ça. Face à cette méfiance, pendant des années, l'Europe a dit non aux OGM. Mais depuis 2004, elle les autorise. En moins de 2 ans, elle a donné son feu vert à une dizaine de plantes transgéniques dans le plus total manque de transparence. Depuis le début, transgénique rime avec polémique. Quand les faucheurs d'OGM rencontrent les forces de l'ordre, ça donne un face-à-face musclé. Et quand les ministres européens de l'environnement se rencontrent, ce n'est pas la bagarre, mais l'affrontement existe aussi. La preuve avec l'histoire du maïs transgénique appelé MON 863.
Ce maïs a été créé par la multinationale Monsanto pour résister à un insecte nuisible à la plante. Au moment de décider s'il faut autoriser ce maïs en Europe, les 25 se déchirent. 13 pays disent non, c'est le cas par exemple de l'Italie. 4 pays s'abstiennent, la Belgique en fait partie. Et enfin, 8 pays disent oui, ce sont de gros pays comme la France ou l'Allemagne. Il n'y a pas ce que l'on appelle la majorité qualifiée, alors le dossier passe dans d'autres mains, celle de la Commission européenne, et la Commission, elle, dit oui. Pourtant, la demande d'autorisation du MON 863 était accompagnée d'un rapport plutôt inquiétant, mais ce rapport, Monsanto l'avait classé top secret. La multinationale Monsanto a un siège à Bruxelles. À plusieurs reprises ces dernières années, Greenpeace y a mené des actions ludiques, mais pas forcément appréciées de tous. Monsanto a accepté de répondre à nos questions. Et tout d'abord à celle-ci, pourquoi vouloir à tout prix garder secrète une étude qui concerne la santé de tous ? Écoutez, je crois qu'il faut faire la différence entre secret et confidentialité. En ce qui concerne nos études, elles contiennent un certain nombre de savoir-faire, de protocoles, de méthodes qui sont peut-être propres à Monsanto et qu'on ne souhaite pas voir accéder par d'autres firmes. Ça fait donc partie de notre avantage compétitif. Donc c'est ce qu'on appelle la confidentialité, c'est pour ça qu'on souhaite la conserver. Par contre, il faut bien préciser que l'entièreté de ces études, l'ensemble des détails de ces études sont parfaitement accessibles aux experts qui ont besoin, je dirais, d'évaluer nos études et ensuite de prendre des positions par rapport à ces études. L'étude est accessible aux experts, oui, mais pas au grand public. Alors, pour obtenir ce dossier, Greenpeace va devant la justice et l'association obtient gain de cause. Monsanto est condamné à publier son étude sur le MON 863, une étude lourde de 1139 pages. Ça a été une très longue bataille juridique qui nous a pris près de 2 ans. Et le cas de ce maïs transgénique démontre vraiment que le processus d'autorisation des OGM est complètement opaque, antidémocratique et que l'évaluation des OGM reste complètement superficielle. Oui, justement, vous avez dit vous avez mis 2 ans pour l'avoir. Logiquement, il n'y avait aucune raison que ça prenne autant de temps. Non, parce que la législation européenne est très claire. Tout ce qui est lié à l'évaluation du risque des OGM doit être rendu public. Or, ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Et quand vous le lisez, vous êtes quand même un peu effaré de ce que vous trouvez dans ce dossier. Oui, complètement. Et on demande au professeur Seralini en France de mener une étude préliminaire sur ce dossier. Le professeur Seralini enseigne à l'université de Caen. Il est chercheur en biologie moléculaire et siège dans le comité français de biosécurité chargé de conseiller le gouvernement en matière d'OGM. Il est aussi membre d'un comité indépendant de recherche sur le génie génétique. Voilà beaucoup de bonnes raisons de le rencontrer. Alors voilà les dossiers des OGM qui sont nombreux et qui concernent toute l'Europe et le monde entier. Et le MON 863, il est épais comme dossier ? Ah, il est très épais. J'en ai une bonne partie dans mon bureau, mais vous voyez, là, en travaillant ne serait-ce que sur une partie du dossier, vous avez des épaisseurs comme ça qui doivent être avalées en quelques jours. Ce rapport contient l'étude que la firme Monsanto a menée pendant 3 mois sur des rats. Un groupe de rats a été nourri avec le maïs transgénique MON 863, les autres avec du maïs traditionnel. Pour donner son accord à ce maïs OGM, l'Europe s'est basée sur cette étude. Et sur cette étude seulement, en voici quelques conclusions. Là, on a été faire que des tests pendant 3 mois sur une espèce de mammifère qui est le rat. Donc c'est très restreint pour dire il n'y a pas de problème. Et malgré ça, quand on a vu les dossiers arriver, il y avait des effets qui étaient reconnus par la firme, des effets sur la santé, alors des effets sur les globules rouges, sur les globules blancs, sur les reins, sur un certain nombre de paramètres hépatiques et pancréatiques, et sur le sucre, le taux de sucre par exemple. Donc, en 3 mois, les rats n'avaient de toute façon pas le temps de développer diabète, cancer, maladie de l'immunité ou de la reproduction. Mais les premiers paramètres semblaient désorganisés. On a des différences
La question est de savoir si les différences sont significatives ou non. Et il existe un certain nombre de différences qui peuvent être significatives. On a des modèles statistiques qui permettent de le prévoir. Et après, toute la discussion se situe là, et c'est une discussion d'experts. Et c'est ce qui s'est passé avec cette étude. Dans cette étude, la firme elle-même reconnaît qu'il y a des problèmes. La firme elle-même reconnaît qu'il y a des effets dits significatifs. Mais ce qu'elle dit, et elle est suivie en ce sens par quelques experts qui concluent comme la firme, eh bien, ces effets significatifs ne sont pas graves pour la santé. Alors, il conclut ça, à mon sens, sur des raisons quasi religieuses. C'est de l'ordre de la foi, quoi, je veux dire. C'est pas grave pour la santé, c'est parce qu'eux le disent. Mais il n'y a aucune raison scientifique pour le savoir si on ne prolonge pas et qu'on ne refait pas ces tests, pour voir si on ne retrouve pas plus en prolongeant ces tests. Et les raisons qu'ils invoquent dans la pratique, c'est, voyez-vous, les effets ne sont pas les mêmes chez les mâles et chez les femelles. La belle affaire, quand on donne un cancérogène à des rats, les mâles et les femelles réagissent toujours différemment. Écoutez, les experts toxicologues utilisent un certain nombre de modèles. Et en ce qui me concerne, moi je ne suis pas toxicologue, mais ils utilisent un certain nombre de modèles et ils considèrent que c'est un bon moyen pour estimer les effets potentiels d'un aliment nouveau sur la santé. Moi, je n'irai pas à l'encontre de ces modèles. Ce que je voudrais simplement rappeler aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on parle de cultures génétiquement modifiées qui sont cultivées dans le monde depuis plus de 10 ans, qui étaient cultivées en 2005 sur 90 millions d'hectares. Ça représente 3 fois et demi la surface d'un pays agricole comme la France. Et il n'y a pas eu de problème particulier à ce jour. Et puis ils nous disent, mais alors les Américains en mangent, donc si c'était mauvais, ça se saurait. Ce qui est absolument ridicule, parce que chez les Américains, ça n'est pas étiqueté. Donc personne ne sait qui mange quoi et combien. Et donc, aucun médecin n'est capable de dire, monsieur, vous avez le diabète ou le cancer parce qu'il y a 8 mois, vous avez mangé des OGM que personne ne connaît dans votre assiette. Donc, les raisons qui sont invoquées ne sont pas scientifiques, elles relèvent du militantisme économique, on peut dire. Suite à ce débat, le groupe des Verts du Parlement européen a fait lui aussi mener une étude indépendante sur ce rapport. La conclusion est sans appel. On peut affirmer que ce type d'étude est par essence incapable de prouver qu'une substance n'a pas d'effet nocif. Le professeur Seralini n'est donc pas seul. Alors, comment expliquer le oui de la Commission européenne à ce maïs? Pour le comprendre, il faut se rendre en Italie. Nous sommes ici à Parme, un des hauts lieux de la gastronomie italienne, et c'est ici que s'est installée l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, une agence née de toutes les dernières crises alimentaires que l'Europe a connues. Les OGM font donc tout naturellement partie de ses compétences. C'est donc à cette agence européenne, appelée l'EFSA, que la Commission européenne demande un avis avant chaque autorisation. Ça a été le cas pour le MON 863. Pour l'autorité européenne de sécurité alimentaire, ce maïs transgénique ne pose aucun problème. Mais vu la polémique, l'EFSA a rouvert le dossier. Pour ce cas actuel, comme il y avait de nouvelles informations qui n'avaient pas été... Enfin non, toute information avait été prise en compte lors de l'évaluation de risque, mais ce n'était pas tellement clair, alors le panel a regardé, réévalué le dossier et confirmé sa première évaluation. Mais ça veut dire que le panel a... fourni une deuxième évaluation du dossier. Par rapport, on nous a dit... 2 fois donc, les experts de l'EFSA ont dit oui à ce maïs. Ces experts sont tous spécialisés dans le domaine des OGM. Ils sont indépendants, notre interlocutrice l'a précisé à plusieurs reprises. Mais cette indépendance est parfois mise à mal, la preuve. Il s'agit d'un documentaire tourné en 2002, vantant les mérites des OGM. Et dans ce documentaire, on trouve 2 experts allemands qui, depuis, travaillent pour l'EFSA. Regardez maintenant le générique de ce documentaire. On y retrouve en fait le nom des plus grosses firmes de biotechnologie, comme BASF, Monsanto ou Syngenta. Voilà qui sème le trouble sur l'indépendance des experts. Nous avons demandé à notre interlocutrice ce qu'elle en pensait. L'EFSA est au courant et l'EFSA a été accusée en effet et le management board de l'EFSA s'est exprimé fortement
pour démontrer la confiance dans le comité scientifique, dans les experts concernés. Ce sont tous des experts indépendants. Ils n'ont aucun lien avec les firmes industrielles et tous les experts qui travaillent pour l'EFSA sont obligés de faire une déclaration d'intérêt. Oui, donc pour vous, ça n'intervient pas dans son travail. L'EFSA a très bien évalué ce cas et vraiment conclu qu'il n'y avait pas de problème. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. La responsable communication qui suivait l'entretien nous a alors reproché d'avoir posé une question qui n'était pas prévue. Mais vous pouvez répondre, si vous voulez. Vous pouvez répondre en anglais. Non. Ou c'est pas un problème, si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Non, le problème, ce n'est pas la réponse qui a été donnée. Je suis vraiment très surprise que vous ne vous soyez pas tenu à ce dont nous avons discuté auparavant. Au dernier Conseil européen de l'environnement, plusieurs pays ont estimé que l'agence ne tenait pas suffisamment compte des avis négatifs. Le commissaire européen en charge du dossier s'est dit favorable à certains changements. Crude. Grazie, buongiorno. L'Italie est un pays décidément bien intéressant quand on parle des OGM. Nous voici maintenant en Lombardie, à Pavie plus exactement. C'est là que nous rencontrons deux chercheurs en biologie cellulaire qui ont eu la bonne idée de réaliser une étude indépendante sur les OGM, le genre d'étude qu'on trouve très peu sur cette question. En 2000, Manuela Malatesta et Marco Biggioghera ont décidé de s'intéresser aux éventuels effets des OGM sur la santé. Pendant 2 ans, ils ont comparé l'évolution de 2 groupes de souris. L'un est nourri avec du soja conventionnel, l'autre avec du soja transgénique. Ils constatent que dans ce deuxième groupe, certains processus se mettent au ralenti. On a remarqué que les souris qui avaient donc été nourries seulement avec du soja OGM avaient montré une espèce de, disons, retard. Ce n'est pas la forme correcte, mais c'était comme si ce processus était ralenti à partir du 2e, 5e mois et que tout allait se rétablir vers le 8e mois. Et c'est grave ça? Apparemment non, les souris étaient très bien à la fin, mais on se posait quand même la question de comprendre pourquoi. Voilà. Et ce n'est pas tout. Le foie des souris, par exemple, connaît lui aussi d'étranges transformations. La première chose qu'on a remarquée, c'était une différence dans la forme des noyaux des cellules du foie. Vous voyez là, il y a le noyau d'une cellule de foie d'une souris nourrie au soja naturel et ce noyau est bien rond, alors que l'autre noyau, qui est un noyau d'une cellule de foie d'une souris nourrie au soja transgénique, a une forme plus irrégulière. Les deux chercheurs sont d'accord, il faut absolument comprendre ces phénomènes et donc continuer les recherches. Ils se mettent alors en quête d'un nouveau financement et là c'est la déception, toutes les portes se ferment. Il y a de l'intérêt sur ce sujet, mais quand on demande des financements, on nous répond soit on n'est pas intéressé, soit mais c'est un sujet dangereux, soit oh, c'est très intéressant, mais malheureusement on n'a pas d'argent. La réponse la plus bizarre, on l'a obtenue du ministère de l'université il y a à peu près 2 ans. Ils nous ont répondu que comme dans la littérature scientifique, il n'y a pas d'études qui démontrent que les OGM sont dangereux pour la santé, il est inutile de faire de la recherche sur ce sujet. Aujourd'hui, les deux chercheurs comptent se consacrer à un autre domaine, moins polémique, celui de l'hibernation. On l'a déjà dit, partout dans l'Union européenne, transgénique rime avec polémique. Sauf dans un pays qui fera bientôt, lui, partie de l'Union et où les OGM sont vraiment les bienvenus. Nous sommes en Roumanie, un pays qui s'est ouvert à cette nouvelle technologie il y a 7 ans. Mais à l'image de cette charrue, les outils législatifs dataient d'une autre époque.
Pas de laboratoire, peu de contrôle, pas de règles claires. La culture OGM y a grandi dans une certaine anarchie. Du coup, officiellement, il y a 85 000 hectares de cultures transgéniques. Officieusement, il y en a 125 000. Ici, à une petite heure de la capitale, c'est tout à fait officiellement que dès la semaine prochaine, une grande coopérative agricole sèmera du soja transgénique. Elle consacrera 800 hectares à une sorte de plante transgénique qui n'est pas autorisée dans l'Union européenne. Ce soja transgénique a plusieurs avantages. D'abord au niveau de la production, parce que la production de ce soja modifié est beaucoup plus importante que celle du soja traditionnel. Ensuite, les coûts du soja modifié sont beaucoup plus faibles. Et enfin, le soja modifié est beaucoup plus facile à cultiver. Pour les agriculteurs roumains, les OGM n'auraient donc que des avantages. Et le consommateur, lui dont les revenus sont particulièrement bas, a d'autres sujets de préoccupation. Le pays est sorti du communisme, mais il reste particulièrement pauvre. Tout ce qui peut améliorer son niveau de vie est le bienvenu, et si c'est le cas des OGM, alors pas de problème. Mais à Bucarest, on trouve quand même quelques avis divergents. C'est le cas de Davros Dima. Il est consultant, mais il a travaillé pendant plusieurs années pour une firme très connue en matière de biotechnologie. Combien de temps vous avez travaillé pour Monsanto? J'ai travaillé pendant 4 ans. C'est beaucoup. Oui, on peut le dire. C'était juste avant l'introduction des OGM en Roumanie. Oui, juste avant. Pour Davros Dima, Monsanto a voulu introduire trop tôt, trop vite, trop de semences OGM en Roumanie. Oui, à cette époque, les autorités n'avaient mis aucune législation en place parce que cette technologie était trop nouvelle pour la Roumanie. Ils ont eu l'appui des autorités car les promesses de cette technologie étaient très appréciées par les autorités. Meilleur rendement, meilleur coût, apparition de nouveaux fermiers. Et aujourd'hui, on découvre que ce n'est pas exactement la vérité. Alors aujourd'hui, c'est un problème. À l'époque, c'était une promesse. Aujourd'hui, c'est un problème. Entre Davros Dima et Monsanto, la collaboration s'arrêtera là. Oui, c'est probablement dû à leur intention d'introduire les OGM en Roumanie. Nous nous sommes opposés là-dessus. Et quand vos propres valeurs ne sont plus sur la même ligne que les intentions de la compagnie, alors il est temps de se serrer la main et de se dire goodbye. Goodbye aussi les OGM. La Roumanie vient d'annoncer que dès l'année prochaine, elle interdirait la culture de ce soja transgénique. Facile à dire, mais certainement beaucoup plus difficile à faire. Vous aurez beau chercher dans les rayons de vos supermarchés, vous ne trouverez pas de produits contenant des OGM. Pourtant, les plantes transgéniques sont bel et bien en Belgique. Nous sommes ici à Andenne et cette péniche a amené du soja transgénique. Il y a là 500 tonnes de soja OGM venus tout droit du Brésil. Il n'est pas destiné à votre assiette, non, mais à la mangeoire du bétail qui, lui, finira dans votre assiette. Dans cette entreprise d'aliments composés pour animaux, on estime que sur 100 kg de soja, 60 sont transgéniques. Et cela par la force des choses. D'abord parce qu'il est de plus en plus difficile sur notre planète de trouver du soja non OGM. Ensuite, parce que le soja conventionnel est plus cher. La différence, justement, est énorme au niveau du prix? Alors, au départ, elle n'était pas énorme. Mais aujourd'hui, on peut considérer que ça représente une dizaine de pourcents au niveau de différentiel de prix. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, 10%, c'est beaucoup sur le marché. C'est 10% plus des contraintes fabrication et tout un schéma d'analyse qui est très coûteux. Car le soja non OGM devra être scrupuleusement contrôlé pour garantir qu'il n'a pas été contaminé. La législation européenne admet cependant une légère présence d'OGM dans le soja traditionnel. 0,9%, pas plus. Mais il arrive évidemment que la contamination soit bien plus importante que cela.
si le 0,9% a été défini, c'est parce que on se rend compte qu'au niveau même des sojas qui viennent du Brésil, il y a des légères contaminations. Que dans une usine, que dans les transports, que dans une usine d'aliments composés, on peut avoir des très légères contaminations, même si, quand on fait un aliment non OGM, on fait des rinçages en fabrication pour limiter les contaminations croisées, on accepte quand même ce seuil de tolérance. Est-ce que vous, ici, ça vous est déjà arrivé alors de recevoir un soja qui était normalement un soja non OGM et puis de voir qu'il avait dépassé le seuil de tolérance de 0,9 ? Oui, effectivement, ça nous est arrivé il y a 1 an et demi. Nous avons eu un soja 48 où l'analyse était quasiment à 5% de mémoire. Et donc, nous l'avons utilisé, ce soja qui au départ on croyait qu'il était non OGM, nous l'avons utilisé dans les filières de production qui n'exigent pas une garantie de non OGM. Un seul accident depuis 1 an et demi, c'est peu. Mais le secteur des producteurs d'aliments composés pour animaux se plaint. Ces dernières années, les cas de contamination sont de plus en plus nombreux. Et cela, malgré les contrôles stricts. Mais ces contrôles, justement, ne démarrent que lorsque la marchandise arrive en Europe. S'il te plaît, Jacques. Merci Eric. Au revoir. À demain. L'année dernière, 178 échantillons ont été prélevés en Belgique. 31 d'entre eux avaient un taux d'OGM plus élevé que la norme autorisée. Mais peut-on se passer des OGM dans la nourriture pour animaux ? Pour Greenpeace, la réponse est clairement oui. C'est la raison pour laquelle cette association a été manifestée en juin dernier devant l'entreprise laitière Campina. Greenpeace demande que cette usine fasse pression sur ses fournisseurs, les fermiers, pour qu'ils arrêtent de nourrir leurs vaches avec des OGM. Nous avons demandé une réaction auprès des responsables de Campina. La première réponse a été négative. Nous avons insisté et finalement, nous avons accepté un compromis. La direction nous accorde bien une interview, mais pas dans ses locaux. L'interview se passe alors dans les bureaux de la Confédération belge de l'industrie laitière, et cela en présence du président de cette confédération. Première question, pourquoi ne sommes-nous pas chez Campina ? Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à cacher, parce qu'il n'y a rien à cacher. Le lait Campina, il ne contient aucun OGM aujourd'hui, comme tout le lait de mes collègues également. Mais donc, vous n'avez quand même pas souhaité que nous allions filmer chez vous dans le cadre de cette émission. Donc, je vous répète un peu ma question. Pourquoi vous n'avez pas voulu, puisque vous dites que vous n'avez rien à cacher ? On n'a rien à montrer chez nous dans le site. C'est du lait qui vient du fermier, qui est sans OGM, qu'on le met dans un brick. Vous pouvez également aller vers mes collègues ici en Belgique, dans une autre usine. Vous verrez la même chose. Il n'y a rien à voir chez Campina. Le lait est sans OGM, nous dit-on, car les animaux nourris ainsi ne sont pas pour autant modifiés génétiquement. Mais malgré tout, ne pourrait-on pas imaginer nourrir les vaches sans le moindre aliment transgénique ? Si on veut changer quelque chose, donc de toute façon, le fermier il va avoir des coûts supplémentaires qui vont être très très durs de récupérer dans le marché. Ça, de toute façon, donc, et si nous demandons nos fermiers de le faire, un jour, ils ne vont plus fournir le lait parce que nous, on n'aura plus de contrat avec nos clients et on n'a plus de moyens de fournir le lait sur le marché. Une pénurie de lait, un scénario catastrophe, difficilement envisageable. Alors, serons-nous un jour envahis par les OGM ? En tout cas, une 50aine d'organismes génétiquement modifiés frappent aujourd'hui à la porte de l'Union européenne. Mais une majorité de consommateurs européens, eux, continuent encore et toujours à leur dire non.